Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile. Je vais te présenter aujourd'hui le jeu du Phénix, un jeu créé par Vincent Cespedes pour mieux se connaître et réinventer la vie. Je te montrerai le contenu du coffret un petit peu plus loin. En attendant, une petite introduction avec au préalable une phrase de A. Jiang, qui est une collaboratrice de Vincent Cespedes et une interprète du jeu. Elle dit « Le jeu est une amorce pour penser ensemble, discuter à propos de suggestions de sens. Il formule des hypothèses et des narrations ouvertes au dialogue. » Alors, ma façon de parler du jeu est celle-ci. En fait, le jeu est à la croisée de deux narrations. Celle qui vient de l'intérieur de nous-mêmes, de notre mental, et celle qui est suggérée à l'extérieur par la symbolique des cartes, que ces symboles manifestés par le tirage soient le fruit du hasard ou de la synchronicité. Dans son jeu, Vincent Cespedes met bien l'accent sur le fait que ce n'est pas du tout un jeu divinatoire, qu'il repose sur le hasard, mais que le hasard permet justement de conduire la pensée sur des voies de réflexion profonde. Je continue donc ma propre approche du jeu. Notre mental poursuit une narration continue. Nous nous racontons en permanence et en boucle rétroactive l'histoire de notre personnage, notre biographie de manière très sélective et partiale, nos valeurs, nos attentes, notre image de nous-mêmes, notre représentation du monde et des autres. En fait, nous nous racontons le conte dont nous sommes le héros. Le grandiose et méritant protagoniste ou la pauvre victime des circonstances. Un peu des deux, avec une oscillation fréquente du meilleur au pire, du rêve surhumain exalté au doute et au sentiment d'indignité le plus profond. La narration que nous proposent les cartes permet de faire se rencontrer cette image subjective, répétitive, défensive, idéale et pourtant si fragile et vacillante de nous-mêmes, d'avec les suggestions extérieures objectives. Et cela ouvre l'espace d'un questionnement nuancé, créatif, dialectique, évolutif et intégratif. C'est en cela que le jeu du Phénix est d'abord un jeu philosophique, un jeu qui nous invite à renaître sans cesse de nos propres cendres de pensées toutes faites, comme le Phénix. C'est aussi en cela, et parce qu'il lève les barrières, que le jeu du Phénix est un support efficient pour la communication de soi à soi et de soi à l'autre. Et c'est enfin en cela, et joyeusement en cela, que le jeu du Phénix n'est qu'un jeu qui ne prétend à aucune vérité, qui invite à la détente et au sourire, qui ouvre le champ C-H-A-M-P et le champ C-H-A-N-T d'expression à l'enfant intérieur. Merci à Vincent Cespedes pour la création de ce jeu magnifique, tu vas voir, et je sais qu'il ne m'en voudra pas de me l'approprier à ma façon. C'est une invitation d'ailleurs qu'il lance à chacun des interprètes du jeu de pouvoir l'intégrer dans sa propre démarche, de sa propre appréhension des choses. Alors, je vais changer de chapeau de temps en temps, c'est simplement à l'image du jeu, qui est une invitation véritable à la souplesse de l'esprit. Donc voilà, peut-être plus comme ça sera plus sympa. Avec toi, je vais regarder le jeu d'un petit peu plus près. Donc il y a ce coffret à l'intérieur duquel se trouve à la fois un plateau que l'on appelle le monde. Le voici. Je vais te le détailler pratiquement juste après. Un livret de 125 pages
qui permet d'apprendre le jeu, c'est vraiment très très bien fait. Et le jeu en lui-même, dans ce boîtier, un jeu de 26 cartes constituant 50 flammes. D'abord le plateau. Le plateau, j'espère que tu vas pouvoir le voir. Voilà, si je le recule assez, tu en vois l'ensemble. Il s'appelle le monde et il est constitué de 9 dimensions. Les 9 dimensions résultent de l'interaction entre, si tu prends la verticale ici au centre maintenant, et si tu prends l'horizontale ici au centre également, ici. Donc, ce qui se trouve de ce côté-ci correspond plus à l'avant, au résultat des choses. Ceci dit est très relatif parce que tout se joue au présent avec le jeu du phénix. Tout se joue à partir de l'instant présent. Et donc ce qui se situe plus de ce côté-ci, la verticale de ce côté-ci, correspond plus à l'après et à ce vers quoi tendent les choses, l'effort pour que quelque chose advienne. Voilà, on peut aussi dire que ce qui est la ligne horizontale du bas correspond à l'intérieur, à la subjectivité, à la psychologie, au ressenti, à l'invisible, à l'affectif. Et ce qui est de la ligne horizontale du haut correspond plus à l'effectif, au social, au visible, à l'extérieur. Cette ligne horizontale représente l'entre-deux du domaine de la relation. Alors, l'interaction entre toutes ces lignes va donner donc 9 dimensions qui sont nommées dans le jeu harmonie, aventure, fruit, complicité, énergie, guerre, désir, intuition, besoin. Là, je te le dis rapidement, l'harmonie, c'est un petit peu notre inscription dans le réel. C'est le résultat de l'ensemble de nos actions dans le monde et comment nous sommes vus dans le monde. L'aventure, c'est un petit peu la façon dont nous nous projetons, nous nous risquons, nous nous aventurons, nous nous élançons dans le monde. Un sous-titre serait l'action spontanée. Le fruit correspond un petit peu à la réalisation, c'est tourné plus vers le futur, mais ça se joue toujours dans le présent, c'est ce vers quoi nous tendons. Les fins concrètes, ce que nous accomplissons, en tout cas, essayons d'accomplir ce vers quoi se dirige notre interaction avec le monde en tant que résultat. Donc l'énergie ici, c'est notre centre vital, notre potentiel, notre dynamisme. Ici, ce qu'on appelle la guerre, qu'il vaudrait mieux appeler le goal en anglais, le but, le défi obstiné. Voilà, l'effort que l'on va faire pour vivre les relations sur le plan optimal pour nous-mêmes et pour l'autre. Ici, la complicité, c'est toujours du domaine de la relation, mais le résultat de l'ensemble des relations qui ont compté pour nous, les liens que nous avons tissés. Le désir, ici, là, nous sommes dans le domaine psychologique invisible, va correspondre à notre mythologie interne, intime, ce en quoi nous croyons, ce que nous voulons, ce que nous espérons, comme résultat de tout ce que nous avons acquis, appris, expérimenté préalablement. L'intuition, la conscience éprouvée, répond au verbe, par exemple, je pense, je sens, j'éprouve. Et c'est ce que nous pensons et ce que nous ressentons dans le présent. Et ici, le besoin correspond aussi à ce que nous ressentons, mais en tant que ce que nous devons faire émerger pour remplir nos besoins émotionnels. Voilà, c'est les ressources dont nous avons besoin, les ressources nécessaires. On va placer, enfin je ne vais pas te le faire avec la vidéo, mais le jeu consiste à placer, selon différents tirages, les cartes sur les dimensions, et donc carte plus dimension, cela nous donne tout un langage, toute une articulation bien spécifique. J'en viens donc aux cartes en tant que telles. Non, avant les cartes, il faut que je te parle de la façon dont les cartes, quand même, le jeu est constitué. 24 cartes, 50 flammes. Ceci parce que 26 cartes, pardon, 50 flammes. Ceci parce que 24 cartes sur les 26 peuvent se renverser, on dit disjoncter dans le langage
du jeu du phénix. Et non seulement il y a 50 flammes, mais il y a 2 flammes qui ne s'inverseront jamais. C'est la flamme 13 qui est centrale, qui peut répondre d'ailleurs à la carte 13 du jeu du tarot, mais ici c'est encore plus intéressant, puisqu'un phénix, il y a une notion plus dynamique, créative, réémergente, qui s'ajoute à la notion classique de la mort dans la flamme 13 du tarot. Ici, c'est la mort et la renaissance, et l'accent est plus mis sur la renaissance. Et ici, c'est la carte qui pourrait correspondre au fou dans le tarot classique, et qui donne une indication sur notre cheminement de vie et notre quête d'identité. Voilà, c'est une carte sans chiffres. Le nom, c'est Foyne. Ici, le nom, c'est Foyne ici pour le phénix. Ici, c'est Matka, mais je ne te donnerai pas les indications des autres noms. Je vais me limiter pour simplifier. Voilà. Tu as donc 24 cartes qui sont toutes abordées en position franche au départ. C'est-à-dire quand tu vois l'enfant, par exemple, c'est la position franche. Mais cette position peut s'inverser. Et à ce moment-là, tu vas voir l'enfant fou. La carte a disjoncté, elle s'est renversée. Et tu as donc toujours la symbolique initiale, mais inversée. Une notion fondamentale, c'est la notion de onde de charme et onde de choc, qui correspond tout à fait à ce que nous pouvons expérimenter dans la vie. La moitié des cartes sont onde de charme, l'autre moitié est onde de choc, et cela peut s'inverser. Une carte d'onde de charme peut devenir onde de choc, et une carte d'onde de choc peut devenir onde de charme. L'onde de choc part d'une énergie de séparation, de peur et de contrainte. Elle propage des instabilités, des crispations et de la violence. Là, je te lis dans le livre de Vincent Cespedes la définition qu'il donne de l'onde de choc. Il n'y a dans l'appellation onde de choc aucune condamnation morale ni aucun blâme, mais uniquement un constat sur la nature physiquement destructrice ou humainement dégradante d'une perturbation. L'onde de choc assèche, avilit, dénigre et stérilise. Elle réduit les déploiements, les beautés, les élans, les ouvertures. Elle atteint à la vie, à la joie, à la liberté. Elle est inévitable sur le monde, inutile donc de chercher à l'éradiquer, il faut seulement veiller à ce qu'elle n'empêche pas l'onde de charme de se diffuser. Et l'onde de charme, qu'est-ce que c'est? Ça part d'une énergie d'union, d'amour, de liberté, ça propage la douceur, la fluidité, la tendresse, et, nous dit Vincent Cespedes, l'onde de charme rassemble, prend soin, nourrit, transmet, ouvre la capacité à s'émouvoir et à imaginer, élève l'esprit, éveille, féconde, agrandit les potentialités, renforce et renouvelle la vie. Elle perturbe dans la mesure où elle nous donne le choix et implique donc notre responsabilité. Elle insuffle un sentiment d'appartenance à l'humanité. Un exemple d'une onde de charme au départ, l'enfant, qui en tant que carte franche est analysé à travers l'émerveillement, est censé, on dira dans le langage du jeu, est censé comme l'émerveillement, le rire, le jeu, l'insouciance. Et si elle disjoncte, c'est fonction de l'ombre du jeu, je vais peut-être te montrer juste après. Si elle disjoncte, c'est toujours l'enfant, mais cette fois-ci, transformé en onde de choc, c'est plutôt l'enfant du côté du caprice, de l'égocentrisme, de l'infantilisme et de la dépendance. Voilà. Les 12 premières cartes du jeu sont des ondes de choc qui peuvent se transformer en ondes de charme. Selon l'ombre, l'ombre c'est quand tu brasses le jeu, tu tires une carte, n'importe laquelle, et tu regardes en fait la dernière carte du jeu, et en fonction, là il y a des possibilités multiples, mais en fonction du saut ou de la dernière carte, peut-être la carte va s'inverser. Donc si elle s'inverse, le choc devient charme, le charme devient choc, et la carte qui était franche peut devenir folle si elle s'inverse. Donc je t'ai montré avec l'enfant.
Donc, les 12 premières cartes du jeu sont des ondes de choc. Les 12 dernières cartes du jeu, de 14 à 25, sont des ondes de charme. Et il est temps pour moi de te donner une idée générale des cartes. Voilà. Les deux cartes centrales, je te les ai montrées. Ici, c'est le phénix, qui est le symbole de la réinvention de soi, le symbole du contact avec le feu intérieur, avec la source profonde, le symbole du soleil aussi intérieur. Voilà, notre capacité en tout cas à renaître. Et ici, cette carte qui est la flamme du voyage, symbolise aussi la capacité de se réinventer, mais au contact de l'autre, dans le mouvement vers l'autre, dans l'altérité. C'est donc correspondant un petit peu au fou dans le jeu du tarot, et ça dit notre quête d'identité, notre quête de l'autre, et notre quête de cette interaction juste entre nous et l'autre, juste, vivante et émancipatrice et libératrice. Je vais prendre les cartes les unes après les autres. Tu as tout d'abord l'ancêtre. L'ancêtre qui alors représente en tant que onde de charme, le sous-titre de l'ancêtre, ça serait le rappel à l'ordre. Et il représente donc à l'endroit, en position franche, une forme d'autorité rigoureuse, de contrôle, d'imposition de règles, d'intransigeance et éventuellement de punition. Cette carte indique la certitude d'avoir raison et le besoin de se faire obéir. Si elle disjoncte, elle devient l'ancêtre fou. Le fou, c'est pas une indication du tout, c'est juste une introduction d'originalité dans la carte. Et à ce moment-là, elle a pour sous-titre la transmission bienveillante, et elle dit, tout en gardant le sens fondamental de transmission, elle adoucit totalement le mode opérationnel de cette transmission. La transmission devient ainsi bienveillance et accompagnement, bonté, délicatesse et attention généreuse pour autrui, pour tout ce dont on se sent responsable. Je vais continuer avec les cartes, mais très rapidement, parce qu'autrement la vidéo serait très très longue, et il n'en est pas question. C'est juste pour te donner une idée. Voici la carte numéro 2. La tempête, donc je te montre toujours en position franche, elle pourrait être en position folle, si elle disjoncte en position franche, la tempête c'est le tourbillon chaotique, en position folle, c'est le renversement salutaire. Bon, je ne te détaille pas plus. Voici à la suite la carte 3, la montagne en position franche, c'est la difficulté laborieuse, tu gardes le même sens fondamental mais tu inverses, et là tu as le dépassement de soi. La carte 4, le labyrinthe, l'errance perpétuelle dans cette position. D'ailleurs, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il suffit que tu restes un petit moment en bloquant l'image et tu vas voir que la carte dit bien ce dont elle porte le titre. L'errance perpétuelle, ici, le labyrinthe, si je l'inverse, c'est la carte de la philosophie par excellence. Donc, partir dans toutes les directions, explorer toutes les logiques, être curieux de tout, et finalement chercher des issues et les trouver. Voilà, en carte 5, le tigre, qui est la prédation implacable en position franche, si ça disjoncte, ça devient l'action suprême. Le masque en position franche, c'est des ondes de choc, de 1 à 12, donc ça veut dire que celui qui va en parler, qui va senser les cartes, va employer un langage de choc sans hésiter. Voilà. Mais aussi un langage diplomate, un langage doux. Il faut rester doux tout le temps dans l'exploration de ce jeu et dans la communication à partir de ce jeu. Le masque représente l'emprise du rôle en position franche, en position de choc, et si ça s'inverse, ça devient une position de charme, et la carte est folle, mais c'est juste un mot pour dire, voilà, il y a inversion. Le second degré facétieux. Voici la carte du dragon, qui est la carte donc 7, la fureur explosive, qui si elle s'inverse devient l'ange gardien. C'est logique, tout ça. Voici la carte 8, la tour, qui fait référence à la retraite misanthrope, comme sous-titre
en position franche, si elle s'inverse, c'est le recueillement sur soi. Voilà donc le besoin d'aller au fond de soi et finalement d'utiliser cette solitude pour faire émerger quelque chose qui ne peut pas émerger dans les conditions ordinaires de la vie. Voici la carte 9, la rose franche, la séduction de l'éphémère en position franche, et en position folle, c'est la présence amoureuse. Tu trouves d'ailleurs, quand tu inverses la carte, il faudrait l'examiner de plus près, mais tu trouves toujours un petit dessin qui donne l'indication de cette nouvelle appellation quand la carte est inversée. Ici, alors je pourrais te le montrer, regarde ici, tu as deux personnes, voilà, qui sont très proches l'une de l'autre, sur lesquelles qui peuvent compter l'une sur l'autre. Alors dans cette position, il y a beaucoup de violence, hein, voilà. Je te montre la carte de l'épée, qui en position franche représente le pouvoir des armes. Là, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais toi-même tu peux te laisser interpeller par le symbolisme. En position folle représente la justice souveraine. Nous continuons assez rapidement. Voici l'idole qui en position franche représente le pouvoir de fascination, et en position folle la puissance charismatique. Nous sommes toujours au centre avec cette carte, mais nous sommes le centre d'une manière bien différente en position franche ou folle. Ici, l'élixir qui en position franche représente le calcul de l'optimal. Tu vois, il y a plein d'objets qui vont servir à mener des expériences. Et en position folle, c'est l'art de l'invention. Voilà, voilà. Nous sommes avec cette carte dans l'étreinte qui, en position franche, a pour sous-titre l'improvisation sensuelle. C'est la capacité. Là, nous sommes passés dans les ondes de charme, hein, alors que nous étions au préalable dans les ondes de choc. Mais si elle s'inverse, elle devient une onde de choc également, et elle prend le titre de la fusion aliénante. Voici la carte des vivants, avec pour sous-titre la circulation de l'amour en position franche et donc en onde de charme, qui devient une onde de choc en position inversée, qui est là le contrôle étouffant. La licorne en position franche, en onde de charme, c'est la sublime médiatrice en sous-titre, et en sous-titre pour la position inversée, c'est la frustration, non, pardon, l'obsession perfectionniste. Je disais la frustration parce que c'est valable pour cette carte-ci. Au départ, en position franche, c'est le déploiement pérenne, l'arbre, hein, et la frustration est égocentrée. Tu pars de la même idée de l'arbre, mais voilà ce que ça donne. Ici, tu as le jardin, qui est en position franche, en onde de charme, s'appelle l'intimité accueillante. Tu vois, tout ce que tu apprends, tout ce que tu travailles, et pour toi, pour mettre de l'ordre en toi, mais est disponible à l'autre. En position folle, c'est le contrôle étouffant, la perle. Très très belle carte, qui est en position franche et donc en onde de charme, va représenter l'imaginaire créatif. Et en position folle, l'illusion complaisante. On arrive à la fin, je vais bientôt avoir terminé. Voici la carte de l'œil, elle s'appelle en position franche la lumière de l'esprit. Hein, sa carte de l'intelligence et de la sagesse, de l'érudition. En position folle, tu peux vraiment t'arrêter sur chaque image. Cette carte représentera la curiosité intrusive. Il est temps de changer de chapeau puisque nous arrivons à la fin. Je te mets le chapeau des apprentis sorciers à Poudlard, ce que nous sommes, hein, en tant qu'étudiants. Voilà, il nous reste donc 4-5 cartes. Celle-ci, le miel, qui est une très très belle carte, la douceur délectable en position franche et donc en onde de charme, qui peut devenir le confort engourdissant en position inversée, donc le miel fou, le miel en tant qu'onde de choc. Ici, l'or, voilà, ce personnage sur son cheval, qui semble plus un zèbre ici, puis plus un cheval à l'arrière, qui semble revenir dans ses trozous, mais voilà, il rapporte quelque chose qui est attendu, qui est acclamé.
C'est le bonheur solaire qu'il s'appelle, en position franche, en position inversée, en carte folle, en flamme folle. Voici l'ambition frénétique. Plus que 3 cartes. Celle-ci qui représente en position franche la source. Est-ce que je l'ai bien mis? Oui, c'est ça. La fécondité jaillissante. C'est une onde de charme qui devient une onde de folle si je l'inverse et qui va prendre pour ce titre la lâche dispersion. Alors, il y a énormément à dire sur chaque carte. Je ne le fais pas ici. L'avant-dernière carte, c'est la tortue franche, qui est la résistance sereine, folle, qui est le manque d'intrépidité. Et puis ce jeu se termine sur la magnifique carte de l'enfant. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué qu'il commence par la carte de l'ancêtre. Je suis en train de te la chercher, je vais te la trouver. Peut-être, la voici, la première carte que nous avons examinée. Ici, c'est la dernière. L'enfant qui est en position folle et l'émerveillement joueur en position, franche, en charme. Et l'émerveillement joueur qui, lorsqu'il s'inverse, devient l'immaturité capricieuse. Et on a bouclé la boucle entre l'ancêtre et l'enfant, comme si, à travers ce jeu, l'invitation, c'était de redevenir l'enfant intérieur que nous sommes, partant d'une peut-être position où nous pensons avoir raison, tout comprendre et pouvoir tout diriger. Et ici, un lâcher-prise, un abandon, à cette capacité à entrer dans le flot, à surfer sur la vie, à faire confiance, à devenir plus léger, plus souriant, plus vivant, plus vibrant, plus simple, plus ouvert. Et je vais m'arrêter là-dessus. Je pense avoir dit ce que je voulais te dire. C'est un petit peu brouillon, un petit peu trop rapide, mais en moins ça te donne une idée de ce jeu que peut-être tu peux aller par toi-même consulter, qui est difficile à trouver maintenant, puisque je crois qu'il est épuisé. Mais qui néanmoins est pour moi un jeu vraiment extraordinairement bien fait et qui permet vraiment d'aller et à la rencontre de soi et à la rencontre de l'autre et qui a de multiples qualités dont j'espère t'avoir transmis quelque chose. Eh bien, je te salue et à bientôt pour d'autres aventures, d'autres explorations, d'autres questionnements ensemble.